Bonsoir à tous les élèves de Zani Compagnie. J'espère que vous allez bien. Notre session théâtrale aujourd'hui donc va parler du théâtre au XIXe siècle et a commencé à nouveau par le lieu théâtral. Au XIXe siècle, de plus en plus donc le théâtre devient un lieu de mondanité et donc on vient autant pour voir un spectacle que pour se montrer, pour se faire reconnaître. Les sièges ont changé de couleur jusqu'à l'époque des rois, donc jusqu'avant la Révolution, ils étaient de couleur généralement bleue, le bleu qui est la couleur du roi, et ils prennent maintenant, sur les sièges d'orchestre particulièrement, la couleur rouge. Alors pourquoi le rouge? D'une part pour contraster avec le décor, pour que les couleurs du décor soient mieux vues, soient plus apparentes, mais aussi pour contraster avec les costumes des bourgeois et des coquettes qui venaient se montrer et qu'on puisse les voir vraiment dans dans leur plus belle tenue. Euh, la scène en elle-même, évidemment, on n'a pas encore des projecteurs, donc elle est éclairée d'une part depuis les cintres, mais aussi par ce qu'on appelle la rampe. La rampe, donc, c'est un grand rectangle de bois qui cache en fait un éclairage et qui est sur la scène, au point que parfois certains acteurs sont presque coupés à mi-mollet parce qu'on ne va pas voir leurs pieds à cause de cette rampe qui est devant la scène. Et donc, cette rampe peut comporter, selon l'évolution de l'époque, d'abord ça a été des quinquets, puis ensuite donc des becs de gaz, et enfin avec l'invention de l'électricité, aux alentours de 1880, on a commencé à utiliser donc des ampoules électriques. Les décors sont tirés depuis les cintres, ils sont souvent en trompe-l'œil, donc on peut changer de décor à vue en les faisant descendre ou en les faisant remonter. Euh, Après, donc, une des caractéristiques aussi du théâtre de cette époque, jusqu'au début même du XXe siècle, c'est la présence du souffleur dans sa petite cahute sur la scène également. Alors, il faut savoir que à l'époque, les comédiens ne répétaient pas beaucoup. Il n'y avait pas autant de répétitions que pour les comédiens professionnels actuellement. Et donc, ils savaient rarement leur texte sur le bout des doigts. Donc, présence de ce souffleur qui, en fait, disait le texte en même temps qu'eux, donc qui l'annonnait, de façon à ce que s'ils avaient un problème de mémoire, ben, aussitôt ils pouvaient rembrayer et raccrocher. Euh, la mise en scène, alors, la mise en scène, l'avènement du metteur en scène, c'est le début du XXe siècle. Au XIXe siècle, il n'y a pas vraiment de mise en scène des spectacles. On peut parler peut-être simplement de mise en espace, puisque la mise en scène, c'est déjà une intention, un regard, un point de vue porté sur l'œuvre. En général, c'était soit le directeur du théâtre lui-même qui donc s'occupait de cette mise en espace ou mise en scène, ou bien le régisseur général, ou bien encore plus souvent l'acteur principal qui dirigeait lui-même les comédiens de sa troupe. Voilà. À l'époque aussi, bon, pas de directeur de casting, donc en général, les rôles étaient distribués dans les compagnies pratiquement à vie en fonction de sa spécialité. On parlera d'emploi. Alors évidemment, il y avait le jeune premier qui était attribué aux jeunes comédiens souvent talentueux, hein, donc ça sera par exemple Horace dans l'école des femmes. Après, bon, bah, en vieillissant un petit peu, l'acteur donc qui à maturité aura le premier rôle, ça sera par exemple le rôle d'Alceste. Et puis après, les personnages qui étaient un peu grassouillés, on les appelait les ventres dorés, c'était le surnom. Donc par exemple, c'est Monsieur Jourdain, ben, c'est le comédien, c'était un ventre doré, un personnage un peu renouillard. Voilà. Le premier comique, celui qui bon, avait le rôle vraiment le plus drôle dans la pièce, on lui attribue le rôle de premier comique, ça sera Argan. Le raisonneur, celui qui a un rôle un peu sérieux, comme le Cléante dans Tartuffe. Et puis, à partir de 60 ans, on aura les rôles de père noble. Voilà. Donc, tout était bien calibré. Pour les femmes, c'était pareil, hein. L'ingénue, la toute jeune femme, bon, bah, c'était, par exemple, comme Agnès dans l'école des femmes. Donc, la jeune fille voilà, qui découvre un peu la vie. Après, on passe à la jeune première, un peu plus âgée. Donc, c'est Elvire dans Don Juan. Ensuite, le grand premier rôle, la grande coquette, par exemple Célimène. Puis, le personnage, bien sûr, des soubrettes, comme Dorine par exemple, hein, et enfin la mère noble, donc la mère plus âgée, comme Philamène, dans Les femmes savantes. Alors, tous ces rôles-là sont vraiment compartimentés, c'est après assez facile lorsqu'on montait une pièce, on savait que tel comédien était spécialisé dans tel rôle et n'en changeait jamais. Au point que parfois, on pouvait très bien jouer la jeune première assez longtemps, et même après avoir depuis longtemps dépassé l'âge, si on n'avait pas d'autres comédiens ou comédiennes sous la main. Alors, généralement, les jeunes comédiens n'avaient pas beaucoup de rôles parce qu'on préférait donner même un rôle de jeune personnage à un comédien plus expérimenté qu'à un comédien qui débutait, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cours de théâtre, donc on apprenait le métier sur le tas, sur le terrain. Euh, alors,
Après, on arrive à des paradoxes, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on avait des rôles vraiment très importants, qui devaient être tenus et que ces rôles étaient des rôles de jeune homme, ben, ce n'était pas possible de faire jouer par un jeune comédien parce qu'il n'avait pas assez d'expérience et donc l'exemple le plus connu, hein, c'est Sarah Bernard qui a joué le rôle de l'Aiglon. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'une femme, eh bien, serait plus, vraisemblable dans le rôle d'un jeune homme qu'un homme plus âgé et il faut savoir que Sarah Bernard donc a joué le rôle de l'Aiglon à 56 ans. Voilà. Hem, alors donc, aujourd'hui, j'aimerais, donc, pour illustrer un peu ce qu'il y a du 19e siècle, vous lire un extrait de Hernani, hein. Donc Hernani, bon, c'est la grande pièce romantique, hein, de Victor Hugo, hein, année 1830, hein, qui a donné lieu à une querelle des anciens et des modernes. Donc, je vais vous lire un extrait qui fait partie, là aussi, de l'anthologie du théâtre français. Bon, quelques mots pour resituer. Donc, Hernani, bah, c'est un banni, c'est un exclu, hein. C'est le fils d'un homme qui a été décapité par le père du roi d'Espagne, Don Carlos, et donc, bien, il veut absolument chercher à se venger. Malgré tout, il s'est entiché de Donia Sol, qui elle-même est amoureuse de lui, mais c'est un amour impossible. Donia Sol est promise à un vieillard, à son grand-oncle, hein, Don Ruy Gomez, et elle doit bientôt se marier. Et Hernani, déguisé, arrive à s'introduire dans la maison de Don Ruy Gomez et d'avoir enfin un entretien avec la femme qu'il aime. Il peut lui déclarer sa flamme, bien entendu, mais bien entendu, il est aussi conscient que c'est un amour impossible. Donc on est vraiment dans le conflit tragique, mais le conflit tragique de l'époque romantique. Hernani. Non, je dois m'être odieux. Mais écoute, dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute. Dis-le-moi, car souvent avec ce peu de mots, la bouche d'une femme a guéri bien des maux. Donia Sol. Croire que mon amour eut si peu de mémoire, que jamais il pourrait, tous ces hommes sans gloire, jusqu'à d'autres amours, plus nobles à leur gré, rapetisser un cœur où son nom est entré. Hernani. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Donia Sol, j'en aurais assez. Je serais lasse de ce fou furieux, de ce sombre insensé qui ne sait caresser qu'après qu'il a blessé. Je lui dirais, va-t'en, repousse-moi, repousse, et je te bénirais, car tu fus bonne et douce. Car tu m'as supporté trop longtemps, car je suis mauvais, je noircirais tes jours avec mes nuits, car c'en est trop enfin. Ton âme est belle et haute et pure, et si je suis méchant, est-ce ta faute? Épouse le vieux duc, il est bon, noble, il a par sa mère Olmedo, par son père Alcala. Encore un coup, sois riche avec lui, sois heureuse. Moi, sais-tu ce que peut cette main généreuse t'offrir de magnifique? Une dot de douleur. Tu pourras y choisir ou du sang, ou des pleurs. L'exil, les fers, la mort, l'effroi qui m'environne, c'est là ton collier d'or, c'est ta belle couronne. Et jamais à l'épouse, un époux plein d'orgueil, n'offrit plus riche écrin de misère et de deuil. Épouse le vieillard, te dis-je, il te mérite. Eh, qui jamais croira que ma tête proscrite aille avec ton front pur? Qui nous voyant tous deux, toi calme et belle, moi violent, hasardeux, toi paisible et croissant comme une fleur à l'ombre, moi heurté dans l'orage à des écueils sans nombre, qui dira que nos sorts suivent la même loi? Non, Dieu qui fait tout bien ne te fit pas pour moi. Je n'ai nul droit d'en haut sur toi. Je me résigne. J'ai ton cœur, c'est un vol, je le rends au plus digne. Jamais à nos amours le ciel n'a consenti. Si j'ai dit que c'était ton destin, j'ai menti. D'ailleurs, vengeance, amour, adieu, mon jour s'achève. Je m'en vais inutile avec mon double rêve, honteux de n'avoir pu ni punir, ni charmer. Qu'on m'ait fait pour haïr, moi qui n'ai su qu'aimer. Pardonne-moi, fuis-moi, ce sont mes deux prières. Ne les rejette pas, car ce sont les dernières. Tu vis et je suis mort. Je ne vois pas pourquoi tu te ferais murer dans ma tombe avec moi
Ne te fais pas d'aimer une religion. Oh, par pitié pour toi, fuis. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi. Je suis une force qui va. Agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur faite avec des ténèbres. Où vais-je? Je ne sais, mais je me sens poussé d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends et jamais ne m'arrête. Si parfois, haletant, j'ose tourner la tête, une voix me dit marche, et l'abîme est profond, et de flamme ou de sang, je le vois rouge au fond. Cependant, alentour de ma course farouche, tout se brise, tout meurt. Malheur à qui me touche. Oh, fuis, détourne-toi de mon chemin fatal, hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.